Parlons ce soir de l'étincelle divine. Il faut préparer les conditions pour que l'étincelle divine se manifeste. Faites un effort pour voir toujours le bon côté chez les autres. Bien sûr, vous allez me dire que si l'on se fait des illusions sur autrui, on risque de tomber dans des pièges et de les payer très cher. Le fond de la nature humaine est mauvais. Même la religion le dit. Donc, pourquoi se leurrer? Eh bien, je vous répondrai que votre raisonnement est incomplet et insuffisant. Vous vous êtes arrêté sur le mal. Et dans l'homme, c'est vrai qu'il existe. Mais l'homme est le Fils de Dieu. Il a une âme, un esprit. Et même si ce n'est pas cette étincelle divine que l'on voit le plus souvent à l'œuvre, elle est là. Et quand on lui prépare les conditions favorables, elle est toujours susceptible de se manifester. En tout cas, ce n'est pas en décidant une fois pour toutes que l'homme est mauvais qu'on favorisera les manifestations de sa nature divine. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. Le chef de l'État béninois ce jour à la rencontre des entrepreneurs de France. C'est une initiative du mouvement des entreprises de France MEDEF. Vous suivrez le chef de l'État béninois dans un instant. Évaluer le processus d'utilisation des services des aspirants au métier d'enseignant, c'est le leitmotiv d'une rencontre des différents acteurs du système éducatif béninois. La rencontre a eu lieu ce jour à Cotonou. Vers l'élaboration du plan local de sécurité de la commune d'Avrancourt dans le département de l'Ouémé, Golf TV Africa était à la cérémonie d'ouverture des travaux. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Bienvenue à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Merci d'être au rendez-vous. Le chef de l'État, Patrice Talon, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a pris part ce jour à Paris à la rencontre des entrepreneurs de France. C'est une initiative du mouvement des entreprises de France MEDEF. Le chef de l'État béninois a délivré son message en présence d'une forte délégation du patronat béninois, en présence du président du comité Afrique de MEDEF International et aussi en présence de notre compatriote Lionel Zinsou. Golf TV Africa vous invite ici à suivre un extrait des propos du chef de l'État béninois à l'occasion. Je voudrais d'abord exprimer tout le plaisir qui est le mien à me retrouver ici au sein de la Gotha des entrepreneurs de France. Et pour répondre à votre question, je veux dire que je partage avec tous ceux qui sont ici les mêmes éléments d'ADN. Nul n'est ici, en tout cas ne peut porter le titre d'entrepreneur ou de patron s'il ne possède les 3 ingrédients essentiels, nécessaires et suffisants. L'ambition, le sérieux et le labeur, acharné, travail.
Ce sont ces choses-là qui caractérisent les entrepreneurs. Et quand on les a, il n'y a pas de risque, on va au succès, dans tous les cas. Quand on ne l'a pas, c'est éphémère. Et on ne peut jamais se développer durablement, s'enrichir, si l'un de ces trois éléments vous manque. Vous avez beau gagner au loto, si vous n'avez pas d'ambition, vous allez perdre tout ce que vous avez gagné. Si vous n'êtes pas sérieux, ça va s'en aller. Si vous n'êtes pas acharné au travail, pareil. C'est pour dire, pour répondre à votre question, c'est pour dire que ce qui me caractérise personnellement et qui a fait l'objet, vous avez dit tout à l'heure, un entrepreneur qui a eu du succès à la tête du Bénin, oui, mais ce qui m'a caractérisé et qui constitue mon expérience personnelle, ce sont exclusivement ces trois choses-là. De l'ambition, du sérieux et le labeur. Moi, je ne suis pas un génie et ce n'est pas nécessaire d'être un génie pour se développer dans la vie, pour avoir sa place et même pour s'enrichir. Ce n'est pas nécessaire. Et, Monsieur le Président. Alors, cela est valable autant pour les individus que pour les communautés humaines. Pareil donc pour un pays. Si dans un pays vous avez de l'ambition, collectivement, vous êtes sérieux, vous êtes laborieux, vous allez vous développer. Et c'est cela qui nous a manqué malheureusement, en tout cas à ce qui concerne mon pays, pendant longtemps. Je ne dirais pas que cela a fait défaut à tous les Béninois pris individuellement, parce que les hommes sont pareils partout, pris individuellement, mais parfois ce sont l'esprit communautaire ou bien les leaders des communautés qui n'ont pas ces ingrédients-là. Donc il a suffi pour moi, tout banalement, de mettre en œuvre ce qui a fait mon parcours personnel et mon petit succès, le constat de ce qui nous manque au Bénin, ce qui a manqué aux leaders, c'est l'ambition, le sérieux et l'acharnement au travail. Je l'ai partagé avec mes concitoyens et ça a été pratiquement la seule chose que je sais faire, mettre les gens au travail, faire les réformes pour que nous soyons plus sérieux, exprimer de l'ambition et être acharnés au travail. Cela appelle bien sûr que là où on n'a pas de compétences, on va les chercher, quel que soit le prix. C'est tout. Et c'est comme ça le sens de mon action à la tête du Bénin depuis quelques années. Nous avons entrepris des réformes difficiles. Je donne un exemple. Quand vous attaquez aux acquis des travailleurs en matière de droit de grève, c'est quelque chose que j'évoque avec peine, mais parfois, mais souvent avec fierté aussi, parce que nous avons réduit au Bénin les droits de grève. Si vous permettez, en quelques minutes, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on nous fait souvent ce grief un peu dans le monde, que le régime actuel s'est attaqué aux acquis démocratiques. Quand je suis arrivé en 2016, nous avons eu une séance avec les partenaires sociaux au sujet des revendications des salariés du public. Et ils avaient des exigences démesurées. Et je leur ai dit, vous regardez dans l'assiette, on n'a pas les moyens de satisfaire vos exigences. Le Bénin est un petit pays, nous collectons peu d'impôts, la pression fiscale est très faible par rapport au PIB. Je n'aime pas beaucoup ce mot pression fiscale, je préfère dire la contribution nationale fiscale. Trop faible. Mais ils disent, on n'en a rien à faire, Monsieur le Président, si vous ne le faites pas, le pays sera paralysé. Je dis, je ne pense pas. À la fin de la séance, un des syndicalistes me dit, Monsieur le Président, vous allez finir par céder. Je dis, mais je vais bien, puisque j'aurai les moyens, dès que les moyens seront là, nous allons céder. Il me dit non. Quand il commencera par avoir des morts dans les hôpitaux, dans les maternités, Monsieur le Président, vous allez céder. Je le regarde, je dis, ben, la séance est levée. C'était un lundi, et le mercredi, en Conseil des ministres, je dis aux membres du gouvernement, je vais arrêter de tout faire. On va, les routes, les hôpitaux, tout ça, de côté. On va attaquer au problème syndical, au problème des grèves. Nous allons légiférer pour réorganiser le droit de grève. Parce qu'un pays qui n'a pas de ressources, et dans lequel les quelques-uns, plutôt une minorité, mais utile, veut s'accaparer de tout ce qu'il y a, au détriment des investissements en matière d'école, de santé, de route et d'énergie et consorts, ce n'est pas admissible. Et nous avons, effectivement, j'ai rencontré les parlementaires, je les ai convaincus et nous avons légiféré. Et désormais au Bénin, la grève est interdite dans les secteurs vitaux comme la santé, la police, les pompiers, tout ce qui concourt à la survie des concitoyens. C'est interdit. Dans les autres secteurs, la grève est limitée à 2 jours maximum par mois.
et 10 jours par an. C'est vrai. C'est un recul par rapport aux acquis de démocratie. Mais vous savez, moi je n'ai pas l'ambition d'avoir une expression démocratique identique à la France. Je vais vous dire pourquoi. Je vois des gens qui sont choqués. Je vais vous dire pourquoi. Quand un pays comme la France, l'Italie, les États-Unis consorts sont des pays construits, organisés, structurés, et que la plupart des fondamentaux sont acquis, l'expression démocratique peut flirter avec l'anarchie. C'est pas grave, ça ne compromet pas la survie du pays. Moi j'ai vu ici les Gilets jaunes. J'ai vu combien ils ont été très agressifs, très forts dans leurs revendications. Cela caractérise la France désormais. Nous sommes dans un pays, vous me le permettez, où les gens votent pour élire un président, des parlementaires, pour légiférer, pour exécuter un programme pour lequel les gens ont été élus. Mais au même moment, chacun conteste à l'élu le droit d'agir tout seul. Tant que la loi qui est votée ou ce qui est mise en œuvre n'est pas conforme à son aspiration personnelle, il dit niet et il conteste et il empêche de le faire. C'est de l'anarchie. Voilà, le président de la République, Patrice Talon, ce jour à Cotonou. Mesdames, Messieurs, suivez l'intégralité de la déclaration du président de la République, Patrice Talon, tout à l'heure, au terme de cette messe de l'information. Vous aurez l'intégralité de ces déclarations. C'est la rentrée gouvernementale. Après 3 semaines de vacances, c'est une pratique qui de plus en plus entre dans les habitudes sans l'interruption du fonctionnement de l'administration publique. Les chantiers qui attendent l'exécutif en ce moment sont énormes. Explication des citoyens rencontrés pour vous par Spiro Aoussino. Suivez. C'est une reprise sous le sceau de la poursuite des grands dossiers qui tiennent à cœur au gouvernement, fait savoir cet agent de l'État. Une reprise qui tiendra compte des aspirations des populations largement indiquées dans le programme d'action du gouvernement. Pour faire son travail, ils se sont donné un temps de repos. Un temps de repos parce que vous avez constaté, depuis ce quinquennat, le président de la République s'organise, il travaille d'arrache-pied pour le bien-être de la population. Il travaille pour le développement de la nation. Et quand on travaille, on a besoin un peu de repos. Donc c'est ce repos qu'ils ont eu en 3 semaines. Ils sont revenus en force, requinqués, pour attaquer les dossiers d'État, les dossiers de développement, les dossiers du bien-être de la population, les dossiers de lutter contre la pauvreté, les dossiers du développement tout court. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc comme le plan d'action du gouvernement est dévoilé et connu de tout le monde, le président de la République, il sait ce qu'il veut faire avec ses ministres. Et c'est pour ça, quand ils sont revenus, moi je suis très fier et je suis très content qu'ils vont aborder les dossiers qui iront dans le sens du peuple, du social. Pour ce docker en service au port autonome de Cotonou, le gouvernement devra prendre de fortes mesures à l'issue du prochain Conseil des ministres. Des mesures qui viendront soulager les peines des parents en cette veille de la reprise des cours. Et leur premier conseil des ministres, là, ils n'ont qu'à penser aux enfants. Vous voyez que le temps est un peu dur, surtout pour la cherté là. Et bientôt c'est la rentrée. Si on parle de rentrée en tant que bon père, ça veut dire beaucoup de choses. Il faut que l'État pense un peu à ça pour nous alléger un peu la tâche. L'administration béninoise n'a cessé de fonctionner malgré ce repos gouvernemental. Cependant, la préoccupation majeure des Béninois reste la hausse du pouvoir d'achat. C'est à cela qu'il devra s'atteler, ont-ils suggéré. Dans la forme, on dira qu'il y avait congé, mais dans le fond, il y a que les activités ont continué normalement. La République ne s'est jamais arrêtée. Mais puisqu'il faille se prononcer sur cette reprise de façon officielle, j'ai envie de dire que les populations béninoises attendent toujours que la gouvernance continue par s'améliorer et que des réponses importantes continuent par être trouvées pour les défis qui sont les nôtres. Et les défis sont connus. Les défis sont toujours, par exemple, les défis de la cherté de la vie. Le gouvernement du président Patrice Talon s'attelle de jour comme de nuit. Vous pouvez le voir à travers même les descentes des préfets sur le terrain pour que les mesures prises pour atténuer un peu cette cherté de la vie
qui n'est pas le fait de nos pays africains, mais nous subissons le contre-coup que véritablement les mesures soient appliquées sur le terrain avec aussi la bonne compréhension des opérateurs économiques. Les défis en dehors donc de la cherté de la vie et des mesures d'accompagnement que nous appelons toujours de tous nos voeux, elles ne seront jamais assez, n'est-ce pas? On en veut davantage, même si nous n'avons pas beaucoup de ressources. Chaque fois que le gouvernement fait des efforts en subventionnant le carburant ou d'autres produits, cela va dans l'intérêt de nous tous. Les dossiers sur lesquels les Béninois attendent véritablement le gouvernement de la République aujourd'hui, c'est surtout au plan social. Parce que le gouvernement lui-même a dit qu'il placera ce mandat sous le signe le mandat hautement social. C'est ce hautement social qu'on attend. Et ce hautement social pour les Béninois aujourd'hui, c'est l'augmentation de leurs revenus. Aujourd'hui, on sent que le Béninois trime. Les gens ont peur d'aller même se soigner. Les gens n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital. On construit de très bons marchés, de beaux marchés, c'est vrai, c'est bon, c'est une très bonne chose. Mais il faut que ce soit des hommes qui aillent dans ce marché. Le gouvernement est en train de faire les routes, c'est bon, c'est beau. Mais il faut que le type ait la tête sur ses deux épaules pour marcher et contempler ces beaux goudrons que nous faisons là. Or, aujourd'hui, le Béninois, quand vous circulez dans la ville, quelle que soit la ville, vous sentez que le Béninois, il est là, mais il n'est pas présent. Il circule, c'est ça qui occasionne de nombreux accidents. Le type, vous le voyez, mais il n'est pas là. Donc, et prioritairement, le gouvernement n'a qu'à penser à l'augmentation du revenu des Béninois. La valorisation, sinon la revalorisation de salaire là, dont on parle depuis l'année dernière, ça traîne à arriver. Les congés des membres du gouvernement qui ont pris fait dimanche dernier leur ont permis de se déconnecter un peu de leur cadre de travail, mais aussi et surtout de la pression des grands sujets d'intérêt national. Évaluer, bien entendu, le processus d'utilisation des services des aspirants aux métiers enseignants, c'est le leitmotiv de la rencontre qui a eu lieu ce jour entre les différents acteurs du système éducatif. Ont présidé la rencontre les ministres des enseignements maternels et primaires et le ministre des enseignements maternels et primaires et le ministre de l'enseignement secondaire. Gulf TV Africa, Koulouz Bissiriou, Serge Vivien Kouimon. La salle de conférence de la tour administrative de Cotonou a servi de cadre ce mardi 30 août à la séance de validation du rapport d'évaluation du processus d'utilisation des services des aspirants au métier d'enseignement AME. Cette cérémonie est présidée par le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi, et le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karim. Le gouvernement a déployé en 2019 un certain nombre d'enseignants aspirants dans plusieurs écoles et dans plusieurs établissements. Au niveau du sous-secteur enseignement maternel primaire, il était envisagé de combler totalement le déficit en 2019. Et l'État a mis les moyens à disposition pour déployer 10 686 qui correspondaient au nombre de salles de classe sans enseignants. Et au niveau du secondaire, cela avait été également fait par matière selon les besoins des établissements. Mais au lendemain, on a constaté que tous ces enseignants n'avaient pas repris, notamment au niveau du sous-secteur enseignement maternel et primaire. Et les difficultés ont jalonné en 2 ans la mise en œuvre de ce programme. Le gouvernement a alors décidé de faire une évaluation à mi-parcours. Et dans ce cadre, une équipe a été mise en place pour procéder à l'évaluation au plan national, pour relever les forces et les faiblesses de ce programme et suggérer des approches de solutions. Alors le comité a travaillé et tout le temps depuis septembre 2021 et a relevé effectivement quelles sont les insuffisances, également quelles sont les avancées et notables en la matière. Il y a eu une séance de prévalidation dans un premier temps et aujourd'hui au niveau de l'enseignement secondaire ici, nous sommes en train de procéder à la validation du rapport du comité qui a fait le travail. L'évaluation a permis d'une part de déterminer les facteurs positifs et les progrès réalisés. D'autre part,
Elle a rendu possible l'identification des facteurs menaçants devant faire objet d'une plus grande attention et des insuffisances qu'il est impérieux de corriger, tant sur le plan administratif que pédagogique, informe le rapport du comité. Non, nous avons procédé à la validation du rapport du comité. Alors, le rapport là va être transmis au gouvernement et le gouvernement prendra connaissance des recommandations du comité et prendra acte des recommandations du comité et verra dans quelle mesure les aspects perfectibles pourraient être améliorés, soit tout de suite avant la rentrée de septembre 2022 ou au cours de l'année scolaire 2022-2023. Pour la Fédération des parents d'élèves présents à cette cérémonie de validation, il faut continuer avec le système des AME. Nous avons assisté ce matin au rapport de validation de cette question-là. Faut-il arrêter ou faut-il continuer? Nous, à la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Bénin, nous avons une position claire et nette. Il faut continuer. Il faut continuer tout en améliorant ce qui est encore améliorable. Qu'est-ce que l'on veut en réalité? C'est vrai, le programme a sorti bon nombre de nos enfants, aujourd'hui enseignants, les a sortis de la précarité. C'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, lorsque nous sommes à cette étape-là, et la suite du processus, ça va se passer comment? Il faut continuer. Et nous, à la fin de la peuple, nous plaidons pour que ces enseignants puissent bénéficier des 12 mois de salaire. Nous savons que le gouvernement progressivement ira là. Nous en sommes conscients. Progressivement ira là. C'est pour cela que nous invitons nos frères, aujourd'hui qualifiés AME, d'être patients. La vie, elle est grande patience. Selon le ministre des Enseignements maternels et primaires, le rapport sera transmis incessamment au Conseil des ministres. L'autre compatriote, le professeur Wilfried Gangbo, hier au cabinet du ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, était de la partie aussi notre compatriote, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Wilfried Gangbo, mathématicien de renommée internationale, a reçu les félicitations du gouvernement de son pays, le Bénin, après son admission à l'Académie américaine des sciences et des arts. Wilfried Gangbo, l'académicien, fait ainsi l'honneur du Bénin à travers le monde entier, à la grande satisfaction des enseignants et autres académiciens béninois. Reportage. C'est une icône des mathématiques à travers le monde. Il a reçu de nombreuses distinctions dans son parcours. Et la toute dernière, c'est sa qualification pour intégrer l'Académie américaine des sciences et des arts. Son nom, Wilfried Gangbo, un Béninois. C'est un succès. C'est un succès puisque cet événement intervient à la préparation de nos rentrées académiques. Et la célébration de cet événement est déjà, je dirais, un catalyseur pour nos apprenants qui ne tardent pas à chercher les références dans leurs professeurs, dans les autorités. Donc ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui est déjà une tâche importante pour motiver ces jeunes générations. On ne peut pas laisser passer cette occasion de vous exprimer notre amour pour cette discipline, mais aussi notre admiration en votre personne. Je veux aussi dire que les félicitations que nous vous adressons sont aussi celles adressées à quelqu'un qui, au-delà du niveau auquel il a atteint, est prêt et contribue déjà pour le pays, pour d'autres Béninois derrière. Vous auriez pu, là où vous êtes, vous consacrer tout simplement à vos enseignements, à l'UCLA et à votre vie tout simplement aux États-Unis. Et notre admiration est d'autant plus grande que vous êtes à l'UCLA. Et je veux dire à ceux qui ne le savent peut-être pas que c'est l'une des plus grandes, des plus prestigieuses universités
pas des États-Unis seulement, mais du monde. L'UCLA est classée parmi les 5-6 premières universités du monde dans le classement de Schengen, et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une filière qui fait peur, mais avec le parcours de l'icône, on passe un message fort. C'est possible de réussir à travers les mathématiques. Et je suis très reconnaissant que vous ayez pris le temps d'organiser cette manifestation et que vous lui avez donné cette importance. La première pensée qui me vient en tête, je pense à mes parents défunts qui ont fait beaucoup de sacrifices et qui ne sont pas là pour voir le fruit de ce qu'ils ont planté. J'ai une reconnaissance aussi à ma famille proche, je vais parler de mes frères et sœurs, mon épouse, mes enfants, qui m'ont toujours soutenu parce que une force au travail vient d'une stabilité familiale et avoir cette sérénité permet de travailler sans se soucier de ce qui pourrait nous bloquer à avancer. Il n'y a pas de science d'enseignement. S'il y avait une science d'enseignement, les enfants de savants seraient savants. On sait bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on ne sait pas très bien comment la connaissance se passe, se transmet, mais ce qu'on sait, on sait que fréquenter des gens qui ont un niveau très élevé de savoir, finalement, a une influence sur ceux qui les fréquentent. Le gouvernement du Bénin investit déjà pour faire du secteur une réussite. Il reste aux jeunes aspirants d'oser. Ils peuvent et ils vont y arriver. Félicitations à notre compatriote, le professeur Wilfried Gangbo. Vers l'élaboration du plan local de sécurité de la commune d'Avrancourt, nous sommes dans le département de Lomé, et vers l'élaboration du plan de formation des membres du comité de pilotage. La rencontre s'est tenue hier lundi à Avrancourt. C'est une initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF qui vient ainsi renforcer le travail des forces de l'ordre sur le terrain en mettant l'accent sur le rôle des populations dans la lutte contre l'insécurité. Golf TV Africa, Joachim Kamaldine. Après Niki, Ketou et Banikwara, c'est au tour de la commune d'Avrancourt de bénéficier du plan local de sécurité. La présente cérémonie, organisée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, contribuera à renforcer la gouvernance de sécurité locale dans les espaces frontaliers de cette commune. Elle fait suite à des actions préalablement mises au point dans la lutte contre l'insécurité. Donc c'est un moment très important pour nous. Et c'est ce qui témoigne d'ailleurs de la présence de tous les cadres de la police républicaine exerçant sur le territoire de la commune d'Avrancourt et de l'ensemble des conseillers ici présents. L'unité spéciale de la police frontalière est installée depuis 2021 dans Sado. Et leur présence a permis alors de noter une sécurité totale dans la zone et une mutation de comportement au niveau de la population. Mais cette unité n'est pas encore dans les conditions qu'il faut. Le souhait pour la population de Sado et de l'unité spéciale, c'est de voir aussi en 2023 cette doléance de construction du commissariat de Sado à la manière, à la beauté que nous connaissons au commissariat de l'ABGF. C'est le lieu de rappeler l'importance du rôle que revêtent les populations dans la lutte contre l'insécurité dans nos villes et communes. Pendant très longtemps, nous avons cru que la sécurité, c'est l'affaire des policiers. C'est l'affaire de ceux qui sont payés pour ça. Non. Nos frères policiers, nos frères militaires viennent vous appuyer à coproduire la sécurité. Eux, ils sont un instrument. La main, c'est vous. C'est d'abord le conseil communal. C'est d'abord les populations. Parce qu'avec la mutation des menaces aujourd'hui,
ne pourront lui parler de policier parce que le policier qui est avec vous aujourd'hui n'est pas là pour attraper le voleur. Le policier qui est là avec vous ne peut pas seul faire face aux nouvelles menaces. Il n'y a que vous qui puissiez les aider parce que les délinquants vivent parmi vous, dorment parmi vous, et vous les connaissez mieux que les policiers qui sont obligés de faire beaucoup d'efforts. D'où l'importance de la coposition de la sécurité qui passe par le développement du renseignement territorial. Aujourd'hui, le renseignement, le premier agent de renseignement, c'est vous, les populations, c'est vous, les communautés. C'est un devoir pour les autorités d'être présents à ces assises, comme le rappelle ici Marie Akpotrossou, préfète du département de Lomé. Notre présence ici répond à un devoir, celui contenu dans le décret numéro 2012-503 du 10 décembre 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Ce devoir des espaces frontaliers, ce devoir qui participe au renforcement de la gouvernance de sécurité locale dans les espaces frontaliers, contribue à une stratégie globale dont la finalité est d'assurer la quiétude, le bien-être de tous et le développement équilibré du territoire national. Le plan local de sécurité est donc un outil d'animation du territoire et d'éducation à la paix et à la sécurité. Chaque citoyen devient un acteur clé du dispositif de sécurisation du territoire et fait de la sécurité un important facteur de production, quel que soit le secteur d'activité considéré. C'est pourquoi l'objet de cette rencontre, qu'est l'élaboration du plan local de sécurité de la commune d'Avrancourt, revêt une importance capitale. La cérémonie s'est terminée par une remise symbolique d'un lot de 400 cartes d'identité biométrique, de cartes d'identification personnelle et d'actes de naissance sécurisés établis gratuitement par la BGF aux couches les plus défavorisées de la commune. Merci Joachim Kamaldine. Mesdames, Messieurs, dans notre magazine de ce soir, nous allons parler du chien. Cet animal bien particulier et qui a suffisamment de qualité que de potentialité. Le chien, avec ses capacités cognitives qui font de lui un être un peu spécial, sa compagnie à la maison ne fait toutefois pas l'unanimité. Que faire avant de se procurer un chien ? Quel comportement adopter pendant et après l'achat de cet animal? C'est ce que nous avons tenté de savoir. Golf TV Africa, Léonard Claudel Soneikpon, reportage. Docilité, attention, affection, intelligence, le chien est généralement un animal qui combine toutes ces qualités et qui, selon plusieurs sources, se révèle être l'un des meilleurs compagnons de l'homme de l'espèce animale. Toutefois, pour s'acquérir un chien, il faut au préalable prendre certaines dispositions. Gildas Landry-Aclogan est instructeur cyno. Il nous donne quelques pistes. On ne se lève pas, on ne va pas acheter un chien parce qu'on a les moyens, parce qu'on veut un chien. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de races qui sont adaptées à plusieurs usages. Donc il est important, lorsque vous prenez la décision de prendre un chien, premièrement vous-même, de définir pourquoi vous voulez prendre ce chien-là. Ensuite, définir un budget et se référer maintenant à un professionnel qui va vous recommander le chien adapté à vos besoins, mais également aussi à votre style de vie. Je vous donne un exemple tout simple. Il ne sert à rien, par exemple, pour quelqu'un qui veut un chien pour garder ses enfants, d'aller prendre un certain nombre de types de chiens. Je ne veux pas citer de races pour ne pas entrer dans des polémiques, mais il y a des races qui ne sont pas recommandées. Par exemple, lorsque vous avez des enfants ou que vous-même vous n'avez pas le temps d'être là pour les éduquer ou bien de les sortir pour leur permettre de se dépenser. Donc, à chaque style de vie, à chaque besoin correspond un type particulier de chien et il est important de se référer à des professionnels pour justement être conseillé, être guidé sur la bonne race. Ensuite,
Vous définissez le type de race qu'il vous faut. Il faut maintenant mettre en place le budget qu'il faut pour son entretien. Il ne sert à rien d'avoir un chien si vous ne pouvez pas l'entretenir. Quand je parle de l'entretien, c'est l'alimentation, le suivi sanitaire, mais également le bien-être du chien. Bien-être, le chien, nous avons cette culture de prendre le chien, de l'enfermer ou de l'enchaîner. Alors, ça ne respecte en rien le bien-être animal. Et je suis sûr que vous-même, en tant que personne physique, si on vous enferme, je dirais 20 heures dans la journée pour ne vous libérer que 4 heures, ça n'ira pas. Donc, veillez à ce que le chien ait sa petite promenade, son heure de repas, et surtout veillez à une alimentation correcte. Parce que nous avons cette culture-là des restes de table pour les animaux, ce qui n'est pas du tout adapté. Encore que le chien, contrairement à ce que nous pensons, le chien a un tube digestif particulier qui supporte très peu les variations d'alimentation. Contrairement à l'homme qui doit varier son alimentation, le chien il a besoin de manger tout le temps la même chose. Sinon, il est sujet à des gastro-entérites et à beaucoup de pépins de santé. Après avoir acheté un chien, faut-il le dresser? Que faut-il faire? Il existe, multiples méthodes de dressage qu'on adapte à chaque type de chien. Et comme l'homme est un animal, l'homme en lui-même, il est particulier. Chaque homme a ses spécificités, c'est pareil pour le chien. Toutefois, il existe de grandes écoles de dressage, je dirais, de grands courants de pensée. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'école du renforcement positif, où toute punition est bannie, où on ne va encourager le chien que lorsqu'il a de bons comportements. Et il y a également des écoles qui sont un peu plus coercitives, donc qui vont punir quand il y a le mauvais comportement. Mais tout ça, en fait, ce n'est que de grands courants de pensée. Et dès que vous parlez de dressage, je voudrais quand même apporter une petite précision parce que aujourd'hui, nous sommes sur un terrain où on dit dresseur, dresseur, dressage. Il ne faut pas confondre. Lorsque vous prenez le chien à domicile, la première chose dont vous avez besoin, ce n'est pas le dressage, mais c'est une éducation canine. L'éducation canine, c'est quoi? Vous apprenez à votre chien à vivre en société avec les autres êtres humains ou les autres animaux avec le minimum de conflits possible. D'accord? Puisque le chien, dans sa tête, c'est une meute. Quand lui vient vivre dans une famille, lui, il ne connaît pas la famille, il connaît la meute. Il faut lui apprendre les règles de la meute pour que tout se passe bien. Donc ça, c'est les règles de vie au quotidien. Par contre, le dressage, c'est à partir du moment où on rentre dans un processus un peu plus professionnel, où on veut apprendre au chien un métier. Par exemple, le métier de gardien, le métier de chien renifleur, le métier de chien d'assistance à personnes à mobilité réduite ou à vision réduite. Il y a un grand champ pour le dressage, mais le dressage, en fait, ce n'est qu'une partie professionnelle. Mais avant le dressage, il y a ce qu'on appelle l'éducation canine, que tout le monde doit faire et qui est de la responsabilité première du propriétaire du chien et des membres de la famille dans laquelle le chien vit. Après, il est vraiment important, puisque nous n'avons pas encore cette culture-là d'éducation canine, de faire appel à des professionnels pour que ceux-ci leur donnent les éléments, d'accord, pour pouvoir conduire à bien cette éducation-là. Mais il ne sert à rien de payer quelqu'un pour dire « je paie un dresseur, il viendra éduquer le chien ». Non, c'est la responsabilité première des maîtres de la maison, puisque c'est eux qui vivent au quotidien avec le chien. Le cerveau du chien figure parmi les plus performants du règne animal, démontrant de très bonnes capacités cognitives avec des sens très développés. Élection présidentielle au Nigeria, nous sommes à 6 mois. Plus de 96 millions de Nigérians sont appelés à voter, dont un grand nombre pour la toute première fois. Centrafrique, c'est un coup dur pour le gouvernement. La Cour constitutionnelle rejette certaines dispositions du projet Sango lancé par le chef de l'État le mois dernier pour la crypto-monnaie. Moscou réagit face à la restriction des visas russes dans certains pays. Golf TV Africa vous en fait le point ce soir.
Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci de nous rejoindre, merci de nous préférer. Nous allons d'abord nous rendre au Nigeria, où nous sommes à 6 mois du scrutin présidentiel. Et c'est dans ce contexte qu'une pluie de critiques s'abat sur le président sortant, le président Muhammadu Buhari. Plus de 96 millions de Nigérians seront appelés à exprimer leur suffrage, dont un grand nombre pour la toute première fois. On fait le point. Les prochaines élections présentent une grande opportunité pour un engagement politique des jeunes dans une proportion que le pays n'a pas vue durant son histoire récente. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé que l'exercice d'inscription sur les listes électorales d'un an qui s'est achevé le 31 juillet dernier a fourni plus de 10 millions de nouveaux électeurs, dont 84% sont âgés de 35 ans ou moins. They constitute almost 70% of the voting community. Ils constituent près de 70% de l'électorat quand vous prenez les femmes et les jeunes ensemble. Ils ont été jusqu'ici réduits en silence. Mais aujourd'hui, les jeunes veulent se faire entendre. Ils veulent avoir leur place autour de la table. Donc, la seule façon qu'ils peuvent le faire, c'est à travers leur bulletin de vote. Les analystes politiques affirment que les difficultés économiques du pays, en particulier une inflation en 2 chiffres, ainsi que l'insécurité croissante, pourraient pousser davantage des jeunes à participer massivement à la présidentielle de 2023. Mais il y a bien d'autres raisons. Et ils commencent à se rendre compte que, en effet, on peut changer la nature de la politique en changeant des personnalités, en particulier en choisissant des gens qui sont capables de faire la différence. La participation aux élections nigérianes est généralement faible, mais les élections de 2023 continuent de mobiliser davantage de personnes, en particulier des jeunes. Lors des dernières élections en 2019, il y avait 84 millions d'électeurs inscrits au total, selon les chiffres de la CENI. Je pense que comme la campagne va commencer dans les prochaines semaines, ce qui va motiver les jeunes à se rallier derrière certains d'entre eux sera de savoir quelles sont les nouvelles idées qu'ils apportent, quel est leur passé, leur caractère, quels sont leurs antécédents, qui va parler pour eux, à quelles valeurs se conforment-ils et qu'est-ce qu'ils ont réalisé depuis. En 2020, les jeunes du pays ont décidé de tenter à nouveau d'imposer le changement. C'était lors des manifestations ENSAS d'octobre. Les électeurs nigérians choisiront un nouveau président pour succéder à Muhammadu Buhari le 25 février prochain. République centrafricaine, c'est un coup dur pour le gouvernement. La Cour constitutionnelle rejette certaines dispositions du projet Sango lancé par le chef de l'État le mois dernier. Il s'agit d'un projet de crypto-monnaie censé attirer des investisseurs dans le pays et qui suit l'adoption du Bitcoin comme monnaie nationale en avril. Reportage. Dans sa décision, la Cour constitutionnelle juge la mise en vente de la nationalité centrafricaine contraire à la Constitution, de même que la cession de terrains et de ressources naturelles, telle que prévue par le projet et détaillée sur le site sango.org. Le projet Sango, lancé le mois dernier, prévoit la création d'une zone franche, sans taxe, située sur l'île aux singes, face à la capitale, Bangui, sur laquelle palaces, casinos, grands stades et parcs aquatiques verraient le jour. En échange, les investisseurs pourraient obtenir la nationalité centrafricaine pour 60 000 $ en crypto-monnaie, rappelle la Cour, ou bien des terrains ou encore des ressources naturelles. Les partisans du projet affirment qu'il permettra de faire entrer des capitaux dans le pays et d'investir massivement dans les infrastructures, mais pour le groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution, il s'agit d'une vaste braderie qui porte atteinte à la souveraineté de l'État. Le G16 a déposé une requête auprès de la Cour. Ben Wilson Ngassan, porte-parole du G16, se réjouit de l'annulation de ce projet qui va à l'encontre des intérêts des Centrafricains. Il affirme même que ce qui a le plus choqué les partisans du G16, c'est le bradage de la nationalité centrafricaine, mais aussi le bradage de leurs terres. Les terres de la République centrafricaine appartiennent à la Centrafrique.
Ouganda, les autorités sanitaires ont du mal à contenir les résurgences des infections au paludisme dans le pays. Son ministère de la Santé a déclaré que le taux de tests positifs a grimpé de 30% dès le début de cette année pour atteindre environ 58% maintenant. Les scientifiques attribuent les nouvelles infections à une espèce de moustique spéciale. Suivez. Le fils d'Adidja Nakibuka est atteint de paludisme et les docteurs essaient de le stabiliser. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital après que sa condition s'est détériorée. Cela a commencé dans la nuit d'hier, la température a augmenté, il a commencé à vomir et c'est pourquoi j'ai dû l'emmener ici très tôt ce matin. Adidja est choqué d'apprendre que le paludisme a été détecté dans les tests effectués. Son fils dort sous une moustiquaire traitée afin d'empêcher l'infection, pourtant il est tout de même tombé malade. J'ai l'impression que la moustiquaire ne marche plus et je devrais en acheter une nouvelle parce que c'est une moustique qui rôde. C'est quelque chose qui n'était pas là auparavant. Je ne sais pas si c'est du fait de l'environnement, mais les moustiques sont très nombreux. Le fils d'Adidja fait partie des cas croissants de paludisme grave en Ouganda. Les cas de paludisme ont plus que doublé dans cette clinique depuis le début de l'année. D'à peine 5 patients, elle en reçoit à présent plus d'une dizaine par jour et la plupart d'entre eux sont graves. Les docteurs d'ici disent que certaines personnes ne suivent pas leur traitement, ce qui aggrave leur état. Les autorités sanitaires ougandaises affirment qu'elles assistent à des échecs de traitement et qu'il faut longtemps pour se débarrasser du parasite du paludisme malgré les traitements. Les docteurs de cette clinique ont de la peine à soigner les patients qui présentent des formes moins graves de paludisme. Les patients ne respectent pas les prescriptions. Par exemple, lorsque vous leur dites que ce traitement est censé être donné toutes les 8 heures, ils finissent par le prendre une fois par jour, ce qui à long terme cause une résistance et la prochaine fois qu'il reviendra, le traitement ne sera plus efficace. Le ministère ougandais de la Santé s'inquiète que des patients présentent désormais des symptômes très inhabituels. Des gens souffrent de gangrène, de nombreuses blessures sévères aux reins et de détresse respiratoire. Traditionnellement, des personnes contractaient le paludisme cérébral, mais désormais, de nombreuses personnes doivent être transfusées. Des scientifiques au programme de contrôle du paludisme, relevant du ministère ougandais de la Santé, étudient aussi une nouvelle espèce de moustique qui serait responsable des nouvelles infections. Le ministère de la Santé conseille désormais aux hôpitaux d'ajouter un traitement de deuxième intention à base de quinine en cas de paludisme grave. Les scientifiques améliorent également les performances des moustiquaires avec des médicaments plus puissants pour aider à contenir la résurgence du paludisme dans les communautés. Madagascar, une fusillade de la gendarmerie a fait au moins 18 morts et une trentaine de blessés, d'après le dernier bilan du médecin-chef de l'hôpital de la petite ville d'Ikongo au sud-est de l'île. Les gendarmes ont tiré lundi 29 août sur une foule d'habitants qui réclamaient la tête de 4 suspects arrêtés dans une affaire de kidnapping d'un albinos enfant survenue la semaine dernière. Reportage. Sur les 34 blessés de la fusillade, 9 sont actuellement entre la vie et la mort. Les patients attendent un hélicoptère du gouvernement pour être transférés à la capitale. C'est ce qu'a expliqué le médecin en chef de l'hôpital d'Ikongo, qui précise que des blessures montrent d'après lui que les habitants ont été visés à bout portant. D'après un gendarme impliqué dans la fusillade, environ 500 personnes, munies d'armes blanches, ont essayé de rentrer de force dans la caserne pour s'emparer des suspects et faire justice eux-mêmes. Les tirs sont donc de la légitime défense, selon lui. Il assure que les gendarmes ont d'abord lancé des fumigènes, puis fait des tirs de sommation avant de se résoudre à tirer pour se protéger. Un autre élu local dément quant à lui cette version et va demander une enquête parlementaire pour déterminer qui a donné l'ordre de tirer en premier. Pour l'instant, le calme est revenu dans la ville, mais il craint les représailles des familles des défunts. Le bilan de la gendarmerie nationale diffère et s'élève à 11 morts et 18 blessés. De son côté, le président de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame.
L'élection dimanche des membres du Présidium, l'instance chargée de diriger les travaux du dialogue national entre le pouvoir, la junte au pouvoir et l'opposition a été houleuse. Nous sommes au Tchad, suivi. Le président demande silence, s'il vous plaît. Ce vacarme est l'expression qui a accompagné la publication de la liste des 21 membres du Présidium, désignés ce dimanche 28 août par un comité dit des sages du dialogue national inclusif et souverain sur 525 candidats. Un Présidium qui a à sa tête Galingo Tengata, ancien ministre, ancien député et président de l'Union des forces démocratiques, parti républicain. Mais les avis sont mitigés par rapport à cette liste. La sélection faite par le bureau du CODNI avec les groupes des sages et autres, pour moi, je trouve que c'est un consensus. De toutes les manières, un consensus, comme son nom l'indique, n'est jamais satisfaisant pour tout le monde. Et c'est naturellement qu'il doit y avoir, par exemple, des contestations. Ça, c'est naturel, c'est normal, c'est humain. Mais je pense qu'on a le temps pour penser tout cela. Le règlement intérieur du dialogue qui a fait couler tant d'encre et de salive a aussi été adopté après plusieurs échanges houleux et des amendements. Cependant, l'article 37 portant sur le mode de vote en cas de non-consensus ne fait toujours pas l'unanimité. Si j'opte pour les votes à main levée, c'est parce qu'on en a marre des personnes qui ont double face. Ils ont toujours joué l'hypocrisie ici. On en a marre de ces personnes-là. C'est elles qui ont enterré le Tchad vivant. Nous avons des expériences des votes à main levée. Et c'est ce qui fait que le Tchad est en ce moment à terre. Mais nous tenons mordu plus à ce que ce vote à main levée puisse se passer à ces assises qui sont trop chères pour nous. Parallèlement, les transformateurs qui n'ont toujours pas regagné le dialogue ont bravé la grosse pluie de ce samedi 27 août pour être au meeting, place Balcon de l'Espoir. Et leur leader est plus déterminé que jamais. Le choix porté par le peuple, c'est ce choix-là qui va s'appliquer. Et si certains pensent que, parce qu'ils sont encore armés, ils ont le droit de diriger les Tchadiens jusqu'au jour où ils auront envie de laisser le pouvoir aux Tchadiens, alors à ce moment-là, je peux leur dire de la façon la plus ferme, et je lance ici un appel au plus grand groupe rebelle qui soit au Tchad, et le plus grand groupe rebelle, c'est bien le peuple tchadien, oui ou non? Les travaux du dialogue qui ne reprendront que demain mardi 30 août dans l'après-midi promettent d'être encore plus houleux après la publication de la liste du Présidium dans laquelle ne figurent que très peu de noms proposés par les participants. Dans la perspective de la tenue de la COP27, une semaine africaine du climat vient de démarrer et ses travaux à Libreville au Gabon, notamment pour préparer cette rencontre qui aura lieu en Égypte en novembre prochain. Suivez. En ouvrant officiellement les travaux de la Semaine africaine du climat, le président Ali Bongo Ondimba ne cache pas sa déception sur l'échec des précédentes rencontres internationales. Depuis plus d'une décennie, l'objectif des 100 milliards annuels d'aide des pays les plus riches, gros pollueurs aux pays pauvres pour les aider à faire face à la crise climatique reste toujours d'actualité. Et c'est une question qui fait débat au sein de la société civile africaine. Nous avons assez parlé, il faut aller directement maintenant vers les actes, poser les actes, parce que le temps ne nous attend pas et les dégradations continuent. Donc aujourd'hui, l'autre chose que nous réclamons, c'est que même si aujourd'hui il y a des financements, il ne faut pas que ce soit des financements sous forme de prêts. Parce que vous ne pouvez pas me poser des problèmes, je demande réparation, vous me donnez de l'argent sous forme de prêt pour que ensuite je rembourse avec des intérêts, etc. Pendant 3 jours de débats et d'échanges, les parties prenantes à la rencontre de Libreville s'offrent l'opportunité de faire progresser l'action climatique en identifiant les solutions durables au changement climatique. Mais tout ceci ne peut être viable que si les Européens comprennent que l'Afrique est organisée. La commissaire Sako de l'Union africaine a parlé des CER, donc les communautés économiques régionales. Et donc il faut arrêter avec ces financements qui viennent en Afrique, qui ne tiennent pas compte des communautés économiques régionales qui sont déjà là. La Semaine africaine du climat, c'est aussi le lieu par excellence pour poser la problématique de l'accès équitable aux énergies renouvelables. C'est le plaidoyer de Ségolène Royal, l'ancienne ministre française de l'Environnement. Et quand la pauvreté est éliminée grâce à l'énergie, parce que ça permet de valoriser les ressources sur place, à ce moment-là, il y a aussi la sécurité qui vient. Et donc c'est très important de réussir cette COP qui, cette année, est une COP africaine et les ONG sont très actives.
En rappel, plus de 1000 représentants des gouvernements, des organisations internationales, du secteur privé, des ONG prennent part à cet événement de 3 jours qui prépare la COP27 d'Égypte en novembre prochain. Ismaël Obianzé, VOA Afrique, Libreville. La chef de l'UNICEF, Catherine Rousself, a condamné une frappe aérienne dans la région du Nord Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Les autorités médicales ont confirmé au moins 7 morts. La frappe de vendredi intervient à peine quelques jours après l'éclatement des affrontements à la frontière nord de l'Éthiopie, mettant un terme à une trêve de 5 mois entre le gouvernement fédéral et les rebelles du Tigré. Suivez. Catherine Russell a déclaré dans les médias sociaux que la frappe aérienne avait atteint un jardin d'enfants à Mekelle, chef-lieu du Tigré, tuant plusieurs enfants. Les autorités médicales ont confirmé qu'au moins 7 personnes ont été tuées. Les rebelles du TPLF ont indiqué que la frappe avait détruit l'école maternelle et frappé une zone résidentielle. Le gouvernement éthiopien a réfuté ces accusations, déclarant n'avoir ciblé que des sites militaires. Addis Abeba accuse le TPLF d'organiser des morts de civils. La frappe de vendredi intervient à peine quelques jours après l'éclatement des affrontements à la frontière nord de l'Éthiopie, mettant un terme à une trêve de 5 mois entre le gouvernement fédéral et les rebelles du Tigré. La force de défense nationale éthiopienne déclare être désormais en guerre totale contre les rebelles du TPLF. Les rebelles du TPLF ont engagé la guerre et ce sont dans des lieux comme à gauche et à droite de Kobo, aux alentours des montagnes Zobel, de même que dans les localités spéciales de Wotwot. Ils attaquent aussi la région d'Afar. Certains experts déclarent que le conflit a été alimenté par l'ingérence étrangère, en particulier venant de l'Occident. Les rebelles du TPLF sont accusés d'avoir rompu un cessez-le-feu humanitaire. Au lieu de revenir à des pensées raisonnables, ils sont revenus à leurs méthodes habituelles qui ont été conçues, selon moi et ma compréhension de la situation, par les Occidentaux pour faire de l'Afrique un lieu où la stabilité n'existe pas, où un conflit entre 2 parties ne peut être résolu que par la guerre. Les analystes disent qu'une solution au conflit éthiopien devrait venir du continent lui-même. C'est une question africaine et nous avons besoin d'une solution africaine. Nous n'avons pas besoin des Européens, ni l'ONU, ni les Américains pour venir et intervenir dans nos affaires. Donc le gouvernement éthiopien accepte les représentants africains et la proposition africaine, mais le TPLF n'accepte pas cela. Le TPLF aurait nié être à l'origine de la reprise du conflit, accusant le gouvernement éthiopien d'avoir rompu le cessez-le-feu datant d'il y a 4 mois. Des sources des forces gouvernementales déclarent que l'armée de l'air a abattu un avion qui est passé en Éthiopie depuis le Soudan, transportant des armes à destination des rebelles. Un gros avion militaire est entré dans notre espace aérien en violant notre souveraineté, afin de livrer des armes aux rebelles. Nous avons pris des mesures contre cet avion. Les experts déclarent que la reprise de la guerre dans le nord de l'Éthiopie va affecter les efforts humanitaires actuels et faire encore plus de victimes dans ce pays d'Afrique de l'Est. Ce nouveau développement est une mauvaise nouvelle pour les efforts de paix menés par l'Union africaine avec le soutien de la communauté internationale. L'Union africaine et les Nations unies ont déjà appelé le gouvernement et le TPLF à revenir à la table des négociations et désamorcer le conflit actuel. Le calme est revenu depuis dimanche à Tripoli. Nous sommes en Libye après des combats meurtriers, les pires depuis 2 ans. Les 2 premiers ministres rivaux de Beibar et Bachaga se rejettent la responsabilité des affrontements qui ont fait au moins 32 morts et environ 160 blessés. Reportage. Des voitures carbonisées et des bâtiments criblés de balles. Des habitants qui tentent de sauver ce qui peut encore l'être. C'est le triste décor déjà pas reluisant de Tripoli depuis dimanche. Samedi, les forces favorables à Fatih Bachaga, basées à Sirte, à 500 km de Tripoli, ont tenté de prendre le contrôle de la capitale pour renverser le gouvernement d'Abdel Hamid Al-Deba. Les opérations ont commencé après minuit, 1h du matin. Au début, les tirs étaient légers, puis ils sont devenus violents. Les gens à l'intérieur des maisons étaient tous terrifiés. À l'aube à peu près, tous ceux qui ont essayé de quitter leur maison n'ont pas pu sortir. 2 gouvernements se disputent le pouvoir dans une Libye plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. L'exécutif intérimaire de Tripoli dirigé par Abdel Hamid Deba depuis 2021 est né d'un processus parrainé par l'ONU avec comme mission principale l'organisation en décembre dernier d'élections qui ont été reportées sine die. Considérant que le mandat de M. Deba a expiré, le Parlement basé à l'Est a désigné en février M. Bachaga Premier ministre. Mais Deba dit ne vouloir céder sa place qu'à un gouvernement sorti des urnes. Il a réaffirmé dans un message posté sur sa page Facebook.
Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire un coup d'État, nous leur disons que l'ère du coup d'État est maintenant révolue et que ceux qui veulent des élections, nous sommes prêts pour les élections. Nous n'avancerons pas à moins d'aller aux élections et s'ils veulent le contraire, nous avons des hommes. L'ONU a de nouveau appelé au dialogue pour résoudre l'impasse politique. Ce conflit s'est caractérisé par des rivalités entre l'Est et l'Ouest, des luttes de pouvoir, des ingérences étrangères et des combats entre groupes armés. L'Union européenne s'apprête à réformer le marché de l'électricité pour faire face à la flambée des prix de l'énergie qui a été affectée par la crise russo-ukrainienne et les vagues de chaleur généralisées. Les ministres européens de l'énergie discuteront de la situation lors de la discussion à Bruxelles le 9 septembre. Certains États membres ont lancé leurs propres mesures de réduction des prix, mais Bruxelles estime qu'une collaboration entre les capitales européennes serait beaucoup plus efficace. Suivez. Et l'Union européenne s'apprête à réformer le marché de l'électricité pour faire face à la flambée des prix de l'énergie qui ont été affectés par la crise russo-ukrainienne et les vagues de chaleur généralisées. Les ministres européens de l'énergie discuteront de la situation lors de réunions à Bruxelles le 9 septembre. Vendredi, l'Allemagne et la France ont annoncé des prix records pour l'électricité. Le contrat allemand à 1 an a atteint 995 € par mégawattheure, tandis que l'équivalent français a dépassé 1100 € contre 85 € dans les deux pays l'an dernier. La Commission européenne n'a pas encore publié de plan détaillé pour la réforme du marché, mais certains États membres font pression pour que les prix de gros du gaz soient temporairement plafonnés. Les fonctionnaires de l'UE envisagent également des mesures visant à séparer la fixation du prix de l'électricité de celle du prix du gaz et à en prendre en compte d'autres sources d'énergie. Certains États membres ont lancé leurs propres mesures de réduction des prix, mais Bruxelles estime qu'une collaboration entre les capitales européennes sera plus efficace. Le groupe russe Gazprom a annoncé au groupe énergétique français Engie une nouvelle réduction des livraisons de gaz. Selon la compagnie russe, les raisons seraient des désaccords entre les parties sur la mise en œuvre des contrats. Le président français Macron a déjà convoqué le Conseil de défense et de sécurité nationale pour vendredi prochain. C'est pour faire un point sur la situation et les scénarios attendus et se préparer à tous les scénarios possibles cet automne et cet hiver. Gauthier Sédadi. Le groupe énergétique français Engie a annoncé mardi avoir reçu un avis de la part du russe Gazprom concernant une nouvelle réduction des livraisons de gaz. Les raisons, selon la société russe, seraient des désaccords entre les parties sur l'application des contrats. Dans une note, le groupe français rappelle qu'il est en mesure de fournir la matière première à ses clients, même en cas d'interruption du flux de gaz russe, grâce aux différentes mesures mises en place pour réduire significativement l'impact d'une action similaire de Moscou. Déjà considérablement réduit après le déclenchement du conflit ukrainien, avec des livraisons mensuelles de 1,5 TWh, alors que les approvisionnements annuels totaux d'Engie en Europe dépassent 400 TWh. Le groupe français a indiqué fin juillet qu'il ne reçoit plus que 4% de ses approvisionnements totaux en gaz de Gazprom. La réduction des exportations de Gazprom vers les pays européens a frappé sans distinction même les entreprises nationales qui, comme Eni, ont ouvert un double compte en roubles pour continuer à recevoir du gaz de Moscou. D'autres pays comme la Bulgarie, la Pologne et la Finlande, qui ont refusé de suivre le décret du président russe Poutine, n'ont plus reçu de mètres cubes de gaz russe depuis plusieurs mois. Entre-temps, le président français Macron a déjà convoqué le Conseil national de défense et de sécurité pour vendredi afin de faire le point sur la situation et les scénarios attendus et de se préparer à tous les scénarios possibles cet automne et cet hiver, a déclaré un conseiller de l'Élysée à l'agence de presse française. Le Premier ministre Elisabeth Borne était également sur le qui-vive. Lundi, elle a exhorté les entreprises à achever leur plan d'économie d'énergie d'ici le mois prochain afin d'éviter un rationnement de l'approvisionnement en gaz et en électricité. Les prix du gaz ICE Deutsche TTF
ayant atteint le nouveau record ces derniers jours avant de se replier lundi en raison de prise de bénéfices. L'Union européenne a convoqué une réunion extraordinaire des ministres de l'énergie de l'Union pour le 9 septembre afin de faire face à la hausse des prix de l'énergie. Pour rappel, Gazprom va interrompre l'approvisionnement de l'Europe via Nord Stream 1 pendant 3 jours, de mercredi 31 août au 2 septembre, pour des travaux de maintenance, comme cela s'était produit en juillet, où le service a été suspendu pendant 10 jours. Fustigeant les sanctions occidentales prises à l'égard de la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a promis des mesures de rétorsion fortes si l'Union européenne décidait de suspendre la délivrance des visas touristiques aux citoyens russes. Suivez. Effectivement, le Kremlin a promis de réagir pour protéger au mieux les intérêts du pays et des ressortissants russes dans l'hypothèse d'une décision de l'Union européenne visant à empêcher la délivrance de visas. Une directive qui bénéficie pour l'instant du soutien de la Finlande, la Pologne et les pays baltes. Dmitry Peskov, porte-parole du président russe, a estimé qu'il s'agissait d'une décision qui ferait tort aux Russes et a affirmé suivre attentivement l'évolution de la situation. Il a également pointé du doigt l'absence du consensus au sein de l'Union européenne sur cette question. Je vous propose d'écouter. Malheureusement, Bruxelles et certaines capitales européennes se montrent de plus en plus déraisonnables. Il s'agit aussi bien d'élan anti-russe que de vagues de haine pure et simple contre notre pays, de mesures complètement irrationnelles, voire absurdes sur le plan énergétique, mesures dont la population des pays européens fera les frais. Mais qui permettent, par exemple, aux entreprises américaines de gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est cet ensemble d'irrationalités, frisant la folie, qui rend possible des décisions comme celle sur les visas. Nous savons que les Européens ne partagent pas tous le même point de vue à ce sujet. Nous suivrons attentivement l'évolution de la situation. C'est une décision très sérieuse qui peut faire tort à nos concitoyens. Naturellement, de telles décisions ne peuvent rester sans réponse. Mais je le répète encore une fois, quoi qu'il arrive, nous réagirons de manière à servir au mieux nos intérêts et à protéger les intérêts de nos citoyens. La diplomatie russe avait déjà qualifié la restriction de visas délivrés aux citoyens russes de russophobie pure, relevant du Conseil des droits de l'homme, étant donné qu'il s'agirait de discrimination fondée sur la nationalité. Il n'est pas seul à manifester son hostilité à une telle mesure. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est lui aussi dit opposé à une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen, ciblant les citoyens russes. Le chef de la Crimée a rejeté les accusations ukrainiennes concernant l'offensive dans le sud survenue lundi et les responsables de l'Union européenne ont déclaré que le bloc pourrait convenir de limiter la délivrance des visas pour les Russes lorsque ces ministres des Affaires étrangères se réuniraient cette semaine. Réponse à une prétendue offensive sudiste des forces armées ukrainiennes, le chef de la Crimée, revendiqué par la Russie depuis 2014, affirme qu'il s'agit de fausse propagande ukrainienne. Plus tard cette semaine, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront pour discuter des combats en Ukraine. Il y a des spéculations selon lesquelles les restrictions de visa pour les ressortissants russes pourraient faire partie des discussions. Mais les pays de l'UE ne sont pas du tout d'accord sur l'opportunité d'une telle mesure. Des pays comme l'Estonie et la République tchèque qui ont déjà cessé de délivrer des visas de tourisme aux Russes, en passant par l'Allemagne qui n'est pas favorable à une interdiction à l'échelle de l'UE et a mis en garde pour la nécessité de prévoir des voies d'évacuation pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement russe actuel et cherchent à fuir. Vladimir Poutine rencontre Viktor Zolotov, directeur de la garde nationale russe, ce 30 août à Moscou. C'est pour discuter du déroulement de l'opération militaire en Ukraine ainsi que des questions de sécurité. Suivez.
Monsieur Zolotov, il y a beaucoup de questions à traiter. La première, c'est de savoir comment se déroule le travail de la mission de la garde nationale dans l'opération militaire spéciale. Nous travaillons à assurer la sécurité des éléments militaires qui agissent, mais aussi de la population civile dans les zones que nous avons reconquises. Donc il y a un travail de reconnaissance qui est fait sur le terrain, de détection des groupes commandos ennemis et d'identification des armements qu'ils ont sur place. Et donc il y a tout un travail de reconnaissance qui est fait sur les cibles. Et donc nous cherchons à identifier les distances sur lesquelles peut opérer notre artillerie et notre aviation pour pouvoir procéder au nettoyage des secteurs libérés. Nous assurons aussi la sécurité d'un certain nombre de sites que nous avons reconquis et aussi à assurer la sécurité des déplacements, des chargements que nous acheminons, mais aussi, je dois dire que nous constatons un soutien de la part de la population sur les territoires que nous avons libérés. Nous sommes accompagnés évidemment des éléments d'aide médicale. Donc, c'est-à-dire que vous assurez la sécurité des éléments du ministère de la Défense. Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie de notre mission. Il y a une certaine mobilité. Et c'est-à-dire qu'un certain nombre de nos missions correspondent à celles que font les éléments du ministère de la Défense. Alors que les températures augmentent dans le Maryland, l'association Meals on Wheels se mobilise pour atténuer la canicule dont sont victimes les populations. Connue pour distribuer des repas aux personnes âgées et ou confinées à domicile, l'association fournit désormais des ventilateurs. Suivez. L'organisation à but non lucratif a livré des ventilateurs à plus de 40 de ses clients cet été. Stephen Murphy, qui souffre de la maladie de Lyme, et sa compagne, Sherry Daniels, qui lutte contre la maladie d'Alzheimer précoce, font partie des bénéficiaires du programme Fan Club. Meals on Wheels a toujours essayé de procurer à notre population des produits nécessaires, comme un chauffage en hiver, et maintenant ce sont des ventilateurs, puisque nous connaissons une chaleur prolongée dans la région. Nous avons la chance d'avoir une partie de la maison en sous-sol, donc vous savez, même dans les pires jours de canicule, si nous perdons la climatisation, il y a des endroits où on peut se réfugier dans la maison et être un peu plus au frais. L'homme de 63 ans est reconnaissant. Je ne supporte plus la chaleur comme avant. J'ai fait de la course à voile, j'ai fait du vélo dans le sud profond des États-Unis. Vous savez, j'avais l'habitude à la chaleur. Et comme je l'ai dit plus tôt, avec ce genre de climat, je me limite vraiment à l'intérieur parce que je commence littéralement à frissonner si j'ai trop chaud. Les ventilateurs sont donc d'excellents moyens pour éviter que cela arrive. La directrice générale de la popote roulante, Ruth Masterson, explique les raisons qui ont poussé l'ONG à lancer le programme de livraison de ventilateurs. Ce qui nous a motivés à le lancer, c'est la réalité du changement climatique et le fait simplement de constater que les étés sont plus chauds. Il a tendance à faire chaud un peu plus tard, mais il semble qu'il fait plus chaud chaque année et nos clients ont exprimé un besoin réel. À en croire Ruth Masterson, les clients se disent comblés.
Nous avons lancé le fan club l'an dernier en 2021. Nous recevons des appels et des commentaires régulièrement de nos clients qui nous disent combien ils sont satisfaits et soulagés d'avoir les ventilateurs afin de les aider à passer l'été. De nombreux clients n'ont pas la climatisation centralisée ou bien ils ont un seul climatiseur accroché à une fenêtre pour tout leur appartement et donc ces ventilateurs font une différence énorme dans la vie de nos clients. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a notamment référencé quelques anomalies et événements climatiques significatifs pour le mois de juillet dernier. D'autres régions du monde sont également confrontées à une hausse des températures, les scientifiques affirmant que le changement climatique rend les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Le Pakistan subit de violentes inondations, les pires de son histoire. La fonte des glaciers et les pluies diluviennes s'abattent sur le pays depuis plus de 3 mois. Le bilan humain s'élève à 1130 morts et ne cesse d'être revu à la hausse. Au milieu des flaques et des décombres, Ghulam Razol, 80 ans, ne peut que constater l'ampleur des dégâts. Le chef du village de Panjalshek erre en regardant ce qui reste de sa maison effondrée après que son petit village du sud du Pakistan a été inondé par des pluies torrentielles. Comme lui, plus de 33 millions d'habitants, soit un Pakistanais sur 7, ont été affectés par cette mousson d'intensité exceptionnelle. Près d'1 million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées, a annoncé le gouvernement. Le gouvernement central annonce une subvention de 10 milliards de roupies pour la province du Baloutchistan. L'autorité nationale de gestion des catastrophes ainsi que le gouvernement provincial planifieront les travaux de secours. Les Nations Unies et le gouvernement pakistanais ont lancé mardi un appel urgent au don de 160 millions de dollars pour venir en aide à plus de 5 millions de victimes des inondations catastrophiques qui frappent le pays. Les Nations Unies lancent un appel de 160 millions de dollars pour soutenir la réponse menée par le gouvernement du Pakistan. Ces fonds fourniront à 5 200 000 personnes de la nourriture, de l'eau, des installations sanitaires, un système d'éducation d'urgence, une protection et un soutien sanitaire. Des personnes déplacées par les inondations ont trouvé refuge dans des camps de fortune établis sommairement sur l'ensemble du territoire pakistanais. Dans les régions les plus touchées, les pluies ont été 4 fois supérieures à la moyenne. 3400 km de routes ont été ravagées et plus de 150 ponts emportés. Une catastrophe naturelle qui a également ravagé nombre de terres agricoles vitales. La National Disaster Management Authority a affirmé que plus de 80 000 hectares de terres cultivables avaient été submergés. Alors que le prix des aliments de base monte en flèche, des problèmes d'approvisionnement se font déjà sentir dans les provinces du Sindh et du Pendjab. Il y a eu des inondations éclairs dans notre région. Nous n'avons pas de nourriture, personne ne nous aide. Nous ne savons pas à qui nous devons demander de l'aide. Nous sommes des gens pauvres. Certaines personnes reçoivent de la nourriture, d'autres n'en ont pas reçu. Quand les camions de nourriture arrivent dans notre région, parfois nous devons faire face à la famine. Le bilan humain et matériel pourrait encore s'alourdir dans les prochains jours. De fortes pluies sont attendues dans le sud du pays. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie a mis en garde contre les signes inquiétants d'une récente escalade militaire en Syrie. Lors d'un briefing lundi au Conseil de sécurité de l'ONU, Jay Pedersen a évoqué une augmentation des frappes. Zhang Juan, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, a appelé à la fin des opérations militaires américaines et de la présence des troupes étrangères dans l'est de la Syrie. Suivez. Il ne fait aucun doute que la récente action militaire américaine dans l'est de la Syrie a violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Cela n'a rien à voir avec le droit à l'autodéfense tel que stipulé dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies. La présence illégale de troupes étrangères et les opérations militaires illégales à l'intérieur de la Syrie doivent cesser. Au cours des 20 années d'occupation américaine de l'Afghanistan, les frappes aériennes ont fait des milliers de victimes. Une étude de l'université Brown indique que 700 civils sont morts de frappes aériennes en 2019. Young Hue s'est rendu dans un village bombardé par les États-Unis il y a 17 ans et a échangé avec les populations sur place. Suivez. À la Canaille, les habitants expliquent que leur village a subi un bombardement américain au prétexte que des talibans s'y trouvaient. Personne ne sait si des talibans ont bien été tués dans cette attaque.
Mais ce qui est certain, c'est que de nombreux villageois y ont trouvé la mort. Asti Mohamed, 35 ans, a perdu tous les membres de sa famille au cours du bombardement, à l'exception de sa sœur cadette. Emmenée par des médecins allemands pour se faire soigner, elle n'est jamais revenue. Il était à peu près 3 h du matin, l'avion est arrivé et a projeté de la lumière sur nos maisons. Ensuite, d'autres avions ont commencé à larguer des bombes et personne n'a pu bouger. 10 membres de ma famille, dont mes parents, mes grands-parents, mes sœurs, mes frères et mes oncles, ont été tués. Asti Mohamed fait encore des cauchemars de cette nuit de terreur. Il explique qu'il n'avait plus aucune nouvelle de sa sœur survivante jusqu'à il y a 6 mois lorsqu'il a fini par recevoir un message dans lequel elle lui raconte avoir perdu ses 2 jambes et qu'elle vit en Allemagne depuis toutes ces années. Hadi Hawid, 80 ans, lui indique que sa famille vivait de l'autre côté du village. Certains d'entre eux ont pu s'échapper. La famille de son frère n'a pas eu cette chance. 19 membres de la famille de mon frère ont perdu la vie cette nuit-là. Mon frère, mes neveux, les enfants de mes neveux, hommes, femmes, bétail, tout a disparu après cette nuit. Hadji Wahid raconte qu'il s'est précipité chez son frère pour essayer de sauver ses proches. Malheureusement, il n'a pu que retirer leurs cadavres hors des ruines. Mohamed Ibrahim, 60 ans, lui dit qu'il souffre d'une perte auditive depuis l'attaque. Au matin, des Américains sont venus. Le champ était jonché de cadavres d'hommes et de femmes. Les soldats nous ont dit qu'ils n'emmèneraient que 2 ou 3 blessés à l'aéroport pour se faire soigner à cause de ces bombes et de ces incendies. Je n'entends plus très bien. Si Hadji Rahmatullah explique que ses blessures ont guéri avec le temps, les cicatrices qu'il porte désormais sur son bras, sa jambe et son cœur sont toujours bien présentes. 3 membres de ma famille, mon père et mes 2 frères, ont été tués dans l'attaque. J'ai moi-même été blessé. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir toutes les cicatrices, même après ma guérison. C'est ici que la frappe aérienne a eu lieu il y a 17 ans. À cette époque, environ 25 familles vivaient ici, mais toutes les maisons ont été détruites lors de cette attaque. Les villageois ont dû déménager ailleurs. L'une des familles des victimes m'a indiqué que 113 personnes avaient été tuées au cours du bombardement. Les villageois ont exprimé le soulagement qu'ils ont ressenti en apprenant le départ des troupes américaines l'année dernière. Ils disent que la vie est encore plus dure, mais qu'ils ressentent une paix et une tranquillité depuis longtemps oubliées. Jusqu'à présent, il n'y a pas de données officielles sur le nombre de civils afghans morts dans les frappes aériennes américaines depuis 2001. Mais en 2017, les États-Unis ont assoupli leurs règles d'engagement pour les frappes aériennes dans le pays, entraînant une augmentation massive du nombre de victimes civiles. Terminus, tout le monde descend. Cette messe de l'information s'achève. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis au siège de l'information. Restez câblés Gulf TV Africa. Bonsoir.